Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je me réjouis aujourd'hui de vous parler d'une nouvelle initiative que je vous propose, qui est de créer un comité éditorial du podcast de l'entreprise de demain. J'en ai parlé un peu sur LinkedIn et je voulais vous en parler ici, bien sûr, avant tout. L'idée de ce comité éditorial, c'est bien sûr toujours d'améliorer le podcast. Mais plus précisément, de regarder un peu le futur avec vous, c'est-à-dire de voir quelles sont les thématiques que vous aimeriez qu'on aborde, les invités que je reçoive, et puis un peu en arrière, que vous me fassiez les feedbacks sur les épisodes, ce qui vous a plu, moins plu, été utile, pas utile, pour que ça puisse s'améliorer. L'idée, c'est que ça vous prenne 1 heure par mois, que dis-je, 1 heure par mois. Bien sûr, je vais faire un planning annuel, vous pouvez parfois venir, parfois pas pouvoir venir parce que vous avez quelque chose dans votre agenda et c'est totalement ok. Ça sera sans doute le vendredi sur l'heure du déjeuner, parce que c'est la journée en général la plus facile. Voilà, ce sera l'occasion de se retrouver. Alors 2 sujets importants quand même sur ce comité éditorial. 1, moins vous êtes expert, plus vous êtes légitime, donc n'hésitez pas. Et 2, je le réserve en priorité à des professionnels DRH qui exercent en entreprise, à des managers qui travaillent en entreprise et à des dirigeants, bien sûr, qui travaillent en entreprise. Pourquoi ? Parce que ce podcast vous est prioritairement dédié, donc avoir vos besoins, votre retour m'intéresse avant tout, et justement parce que vous n'êtes pas expert de ces sujets. Donc voilà, je compte sur vous pour vous proposer, vous avez dans les notes de l'épisode mon email, et sinon vous pouvez tout simplement me contacter par message personnel sur LinkedIn ou sur Instagram. Mon compte c'est @l'entreprise de demain, tout simplement. On va passer à l'épisode du jour. Je vous ai proposé, pour cette période des vacances de la Toussaint, donc on est en octobre 2022, enfin maintenant en novembre, de partager, d'échanger avec 2 autrices, dont je trouve les ouvrages à la fois extrêmement pertinents pour l'entreprise de demain, mais en même temps facile à lire et enrichissant sur plein d'autres domaines, puisque la semaine dernière on parlait de comment on pouvait puiser dans le vivant des pistes pour faire évoluer notre mode de leadership, en fait, pour aller vers un leadership relationnel. Et cette semaine, le sujet, ça va être la prise de parole. Donc la semaine dernière, effectivement, on faisait vraiment le pont entre le vivant et l'entreprise et l'organisation. Et là, avec Amélie Blankert, cette semaine, auteure de Votre parole vaut de l'or, nous allons faire plutôt le pont. On va explorer quelles sont les clés de la prise de parole aujourd'hui pour tout le monde, j'allais dire pour les leaders, mais pour tout le monde est un leader en puissance. Les clés, on va parler à la fois de pourquoi la prise de parole est importante, pourquoi il est important de prendre la parole pour partager, pour transmettre. C'est ce que j'essaye d'expliquer aux personnes que je propose d'interviewer et qui parfois hésitent, en fait, n'osent pas forcément. C'est qu'il y a ce rôle de transmission. Mais après, on va aussi parler des clés pour des clés de l'éloquence, des clés de la prise de parole aujourd'hui, des choses qui sont fondamentales et qui parfois sont peut-être surprenantes parce que c'est pas celles auxquelles on s'attend. Et bien sûr, je ne pourrais que vous conseiller d'aller lire le livre d'Amélie, Votre parole vaut de l'or. Pourquoi ? Parce que non seulement il se lit facilement, il peut se picorer, on peut lire certains chapitres, absolument pas dans l'ordre. Et ensuite, c'est que c'est un ensemble de techniques et que chacune de ces techniques est accompagnée en illustration de discours qui ont marqué nos existences, qu'Amélie décrypte, des prises de parole fortes. Et du coup, c'est intéressant parce que on a à la fois ce décryptage qui nous permet d'ancrer ce qu'Amélie nous explique et à la fois ces techniques qu'elle partage. Donc c'est un livre que je trouve riche d'enseignements, mais aussi distrayant. Puis vous pouvez prendre une leçon de temps en temps
Ça marche très bien comme ça et c'est extrêmement intéressant. Donc, en attendant, je vous souhaite bonne écoute de notre échange dans lequel vous allez trouver déjà des premières clés et puis bonne lecture après de son ouvrage. À bientôt. Bonjour Amélie. Bonjour Delphine. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Donc, je vous ai découvert au printemps dernier grâce à votre ouvrage Votre parole vaut de l'or. Dont d'ailleurs j'ai parlé cet été dans les recommandations de livres à lire, et aujourd'hui donc je suis ravie de pouvoir échanger avec vous sur le livre. Mais je vais vous laisser, avant de vous poser des questions, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs et nos auditrices, parler de votre parcours et du pourquoi de ce livre. Merci beaucoup. Mon parcours, il est assez simple. J'ai commencé comme professeure d'université où j'enseignais déjà la rhétorique, l'argumentation, parce que mon cœur de prédilection, c'est la Renaissance. Et à l'époque de la Renaissance, surtout en France, on a d'un côté les catholiques qui vont défendre leur vérité et de l'autre les protestants qui vont eux-mêmes argumenter pour dire que non, la vérité est du côté de la réforme des protestants. Donc chacun y va de ses arguments et c'est une sorte d'incroyable mouvement de richesse d'argumentation où on voit que la vérité, évidemment, est quelque chose de contestable, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont on la défend. Et au fond, c'est ça aussi la conviction. C'est l'art de défendre ses idées comme un avocat pour transmettre à l'autre l'envie d'y croire et d'y adhérer. Donc ça a été, si vous voulez, le début de l'aventure. Je faisais un peu comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, de la conviction déjà sans le savoir. Et puis, vous savez, être professeur, c'est donner envie à des étudiants d'apprendre. Donc ça aussi, c'est essentiel dans l'art de convaincre, c'est donner envie aux autres de vous écouter. Parce qu'il ne suffit pas de dire des choses intéressantes, il ne suffit pas d'avoir quelque chose à dire, à la fois pour bien les dire, mais il faut aussi trouver le moyen d'aiguiser leur appétit, un peu comme un appetizer au restaurant. Qu'est-ce que c'est qu'un appetizer ? Ça ne peut pas être un énorme plat de soupe, parce que sinon vous n'avez plus faim pour le reste. C'est quelque chose qui fait vibrer vos papilles et qui fait que vous avez envie d'en savoir plus. Un bon discours, c'est pareil. C'est quelque chose qui fait vibrer vos papilles, qui fait vibrer les écoutilles et qui donne envie d'en savoir plus pour entrer en conversation, parce qu'on verra aussi que finalement, parler, ça n'est là que pour enclencher un dialogue. Sinon, autant parler devant son mur et s'arrêter là, ça s'appelle un monologue. Et c'est jamais très passionnant parce que si on n'a pas quelqu'un à la fois pour vous défier, pour répondre, pour poser des questions, finalement, la parole assez vite devient pauvre, inintéressante et surtout solitaire. Or, le propre de la parole, c'est de créer du lien, c'est de créer de l'envie, comme un appetizer, et c'est de créer l'envie d'agir. On en reparlera sûrement quand on parlera justement des leaders. Ils sont là pour donner envie d'agir. De là, de ce métier de professeur, j'en suis venue à créer une agence qui au départ s'appelait Coup de Plume et que j'ai rebaptisée avec le Covid, ou la Covid, j'ai toujours un doute là-dessus. J'aime pas l'idée que le Covid soit féminin, je dois dire, parce que j'ai l'impression que c'est une nouvelle plaie féminine et je n'en ai pas envie. Mais en tout cas, cette crise du Covid, on va résoudre le problème comme ça, m'a amenée à avoir envie de créer autre chose, qui est une agence de conviction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai rebaptisé cette agence par un autre nom qui s'appelle Bureau 121. Pourquoi ? Parce que le bureau, c'est formidable, c'est ce qui nous a manqué pendant cette période. Et pour moi, le bureau, c'est le lieu justement et de l'écriture et du dialogue. De plus en plus, d'ailleurs, les gens retournent au bureau, pas seulement pour produire des choses, mais pour se retrouver justement. Avec le télétravail, le bureau redevient un lieu d'échange et de dialogue. En tout cas, je crois que c'est sa nouvelle vocation. Et dans le mot bureau, vous savez, il y a quelque chose de très beau, parce que le bureau, ça vient de la toile de bure. Et la toile, le tissu, c'est la même étymologie que le texte. Et en fait, c'est ce que portaient les moines, mais c'est aussi, et c'est comme ça qu'est né le mot bureau, ce tissu qu'ils posaient sur une table. Et en fait, ils se sont mis évidemment à désigner par le mot bureau la table où l'on écrit, où l'on partage un repas. On revient à notre appetizer, parce que les mots et le repas, ça va très bien ensemble, on y reviendra. Et en tout cas, de là, c'est devenu la table, puis la pièce, puis un ensemble où les gens travaillent, et puis même parfois un pâté de maison. Donc c'est un mot gigogne. Oui. Et c'est un mot qui est intéressant parce qu'en fait, il a beaucoup de significations. C'est comme un millefeuille, il y a plein de strates. Et ça, c'est intéressant aussi.
Donc mon métier aujourd'hui, c'est de diriger cette agence où nous avons 3 missions principales qui consistent à accompagner les dirigeants de 3 manières. Nous réfléchissons avec eux d'une part, nous les aidons par ailleurs à trouver les mots, trouver les arguments, parce que là aussi tout l'enjeu c'est d'avoir une parole simple, étayée, intelligente qui nourrit le dialogue. Et enfin, nous les accompagnons par des exercices filmés, par ce qu'on peut appeler du coaching, un accompagnement sur mesure pour trouver la bonne manière de dire. Donc notre passion dans cette équipe, c'est d'accompagner des dirigeants qui jouent un rôle clé dans la société pour les aider à être encore plus convaincants avec leurs équipes, mais aussi avec tous leurs interlocuteurs, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est ça notre métier. Voilà ce que je fais au quotidien. Et vous avez écrit donc cet ouvrage ? Oui, j'ai écrit cet ouvrage, Votre parole vaut de l'or, parce que j'ai parallèlement toujours cette activité de professeur, j'enseigne à Sciences Po, et si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre. Et en fait, le but, c'était aussi de dire, aussi bien à des étudiants qu'à des chefs d'entreprise, à des salariés, à des citoyens engagés, que l'éloquence s'apprend. L'éloquence, ça ne naît pas de la cuisse de Jupiter. C'est quelque chose qui peut être un talent de départ, mais ça ne suffit pas. Et surtout, ça s'enseigne. Ça s'enseigne, ça se travaille, ça se cultive comme les carottes. Et c'est ça qui m'intéresse. C'était de dire à des gens qui ont peur de parler en public, surtout n'ayez pas peur, ou plutôt faites de cette peur une raison justement de plonger dans la piscine. Parce que moi qui en fais mon métier depuis 20 ans, je peux vous dire qu'il y a vraiment moyen de se perfectionner et surtout aussi d'y trouver du plaisir. C'est-à-dire qu'il faut transformer la peur en une sorte de moment intéressant, passionnant et assez libéré, assez décomplexé. Parce que je pense qu'une parole forte et vraie, c'est une parole qui vient du cerveau, mais qui vient aussi des tripes, qui vient du cœur. Et ça aussi, c'est une autre façon de voir les choses. Et j'aimerais bien transmettre ça. C'est le but de ce livre. Donc, livre que je vous conseille, j'y reviendrai, mais j'avais 2 questions pour vous aujourd'hui. La première, je fais écho au discours de Nicolas Dufourcq hier, au BIG, donc l'événement, le plus grand rassemblement d'entrepreneurs d'Europe qui a lieu à l'Accor Arena et qui avait lieu le 6 octobre dernier, où Nicolas Dufourcq expliquait que dans les transformations en cours, le thème était la métamorphose, que notre société est dans une métamorphose, et qu'à partir de là, les entrepreneurs, donc dirigeants, avaient ce devoir de parler de la transformation, de s'exprimer. Et là, tout de suite, je pensais à vous, je me suis dit, mais effectivement, il y a ce besoin d'expression par rapport à l'interne, on y reviendra, pour engager, mais il y a aussi ce besoin de communiquer à l'extérieur sur ce que fait l'entreprise, comment elle s'engage, ce qu'elle met en œuvre et pourquoi c'est important. Et je constate moi-même, en invitant des dirigeants à être interviewés, que certains sont aguerris, mais d'autres, parfois, sont surpris de ma proposition, même un peu effrayés, et se demandent s'ils sont légitimes. Et croyez-moi, vu les personnes que j'approche, ils sont plus que légitimes. Donc, quels conseils pourrait-on leur donner pour avoir le déclic, pour y aller, en fait, tout simplement ? Oui, c'est un très bon point. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons besoin d'entendre ces voix VOX et ces voix VOIES, qui sont des voix de transformation, des voix de courage, des voix qui vont porter énormément auprès d'une société qui a besoin de les entendre. Donc, mon premier conseil, c'est de dire « Nous avons besoin de vous. Ne restez pas dans votre grotte, nous avons besoin de vous. » Et c'est amusant que vous mentionniez la BPI parce que pour moi, la grande force de la BPI et de Nicolas Dufourcq, qui est vraiment le chef d'orchestre de cette formidable aventure, c'est d'avoir fait des entrepreneurs, des héros des temps modernes. C'est de dire, quelle que soit la taille de votre entreprise, que vous soyez petit ou grand, que vous soyez David ou Goliath, au fond, nous avons besoin de vous pour faire bouger ce pays. Et vous portez aussi ce pays, vous en êtes la vitrine, les acteurs, la fierté. Et ça, je crois que ce message-là, il est assez novateur.
On a aussi beaucoup de stéréotypes sur les patrons. On s'imagine des tas de choses qui parfois ne sont pas exactes. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir que nous sommes un pays avec des gens qui entreprennent énormément, qui prennent des risques. La plupart de ces patrons ont des vraies préoccupations d'engagement social, de transformation digitale, de transformation sociétale. Donc on a besoin de les entendre pour aussi donner un regard neuf sur l'entreprise et puis renforcer la fierté, l'engagement de tous ceux qui font confiance à ces patrons et qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire des salariés ou des prestataires, des gens qui font partie de cette aventure. Donc je pense que l'écho de la parole des entrepreneurs peut être énorme, d'autant que ce sont des êtres dans l'action. Dans une entreprise, on agit beaucoup plus qu'on ne parle. Parce qu'on agit au quotidien, on a des exigences de rentabilité, on a des exigences de transformation, on a des exigences vis-à-vis de ses collaborateurs. En fait, on est tout le temps sous pression. Et on ne peut pas dire « je le ferai dans 5 ans » parce que ça ne marche pas. On est tout à fait délogeable et on doit avoir une force d'exemplarité. Donc, c'est intéressant d'entendre ces gens qui ont les pieds dans le sol, dans le cambouis, qui sont là pour agir et transformer. Donc cette voix-là, on a besoin de l'entendre. C'est aussi la voix finalement de tout le monde. Tout le monde part le matin, enfin la plupart des Français vont le matin travailler, donc finalement c'est une voix qui leur ressemble aussi. Ça n'est pas une voix déconnectée du réel, c'est une voix très ancrée dans le réel. Donc je suis comme vous, je pense que c'est nécessaire et je leur dirais allez-y, parce qu'on a besoin de vous. Pardon, je me répète, mais c'est important. Et deux, vous pouvez vraiment transformer les choses aussi, parce que ce que vous faites, il faut le raconter. Donc, soyez aussi des conteurs de ce que vous faites, parce que vous allez inspirer d'autres entrepreneurs et vous allez renforcer aussi le débat national. Vous allez participer à un beaucoup plus large écosystème que le vôtre. Et puis troisièmement, dédramatiser la situation. Dédramatiser la situation parce que parler en public, ça n'est certainement pas tout dire. Au contraire, il faut assumer la frustration de ne pas tout dire. Donc vous ne passez pas sur le grill au sens où il faudra exposer en permanence toute votre stratégie, parler tout le temps. Non. Un leader a une parole rare. D'ailleurs, De Gaulle disait que la rareté de la parole était la voix du chef, mais une parole forte, qui est en plus en train de changer. On pourra en reparler. Je pense qu'aujourd'hui, on attend de plus en plus de cette parole de dirigeant, qu'elle soit sincère, qu'elle soit beaucoup plus ancrée dans l'oralité et beaucoup moins, je dirais, apprêtée qu'elle aurait pu l'être autrefois. Donc, on a envie de discours qui donnent de l'énergie, comme une sorte de discours improvisé, même si on le prépare. Et donc, ça laisse la voie à d'autres styles de discours. Et effectivement, on peut y trouver du plaisir. Là aussi, on peut s'amuser. Donc, je crois qu'il y a toutes les raisons d'y aller, en fait, si je résume. Et comment pas être taxé ou mis dans la case de beau parleur ou de langue de bois? Parce que parfois, il y a aussi une réticence de ces dirigeants parce qu'ils se disent « je vais raconter une histoire, mais on n'y est pas encore ». Oui. Ce qui est normal, parce qu'en fait, ils nous parlent de l'horizon, ils nous parlent de ce qui est en cours. Et forcément, dans ce qui est en cours, il y a des endroits qui sont en avance, des endroits qui sont très en retard. Mais je crois que c'est comme « Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV ?» Vous m'avez donné la réponse. C'est de dire « Voilà où on veut aller, mais nous n'y sommes pas encore. » Et c'est ça que je voulais dire par le mot sincérité, qui est un mot un peu large, qui pourrait être contesté parce que certains y verront un artifice, mais je crois que c'est cette capacité à dire « Je ne sais pas, on n'y est pas encore, je ne suis pas content des résultats, on bosse comme des dingues, mais c'est pas encore ça », ce type de propos, eh bien, est un propos qui aujourd'hui est tout à fait audible et même, je dirais, attendu. Oui, ou je n'ai pas la réponse, mais j'ai confiance dans le fait qu'on puisse la trouver parce qu'on a déjà fait ça et ça et ça. Exactement. Donc c'est pour ça que la préparation du discours n'est plus la même. Oui. Il ne s'agit pas de verrouiller chaque mot en se disant attention, prudence à chaque pas. Et voilà, donc il s'agit ni, si vous voulez, je crois qu'on ne peut pas embarquer les gens si on se contente uniquement des faits. Il faut aussi, je crois, qu'on puisse les trouver. Donc c'est pour ça que la préparation du discours n'est plus la même. Il ne s'agit pas de verrouiller chaque mot en se disant attention, prudence à chaque pas. Et voilà, donc il s'agit ni, si vous voulez, je crois qu'on ne peut pas embarquer les gens si on se contente uniquement des faits.
Et on ne peut pas non plus embarquer les gens si on raconte n'importe quoi en étant que dans la projection. Et on ne peut pas embarquer les gens si ça a l'air d'être un fascicule à destination d'un client dans un esprit marketing. Ça marche pas, ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Même en marketing, ça ne marche plus. Oui, même en marketing, ça marche plus. Donc c'est pour dire qu'effectivement, on est loin de ça. Donc effectivement, les discours sont décodés, décryptés, traqués. Mais je dirais qu'on excusera toujours un dirigeant et même on aura tendance à l'admirer quand il dit « Écoutez, voilà, nous on en est là, mais je ne vais pas vous raconter d'histoire. On n'est pas encore satisfait de ça parce que franchement, notre rêve, c'est d'aller là. » Et ça, qu'est-ce que vous voulez dire à ça ? C'est pas contestable. C'est quelqu'un qui est capable à la fois d'avoir de l'ambition et qui en même temps a de l'humilité. Donc, mêlons ambition et humilité. Et appelons un chat un chat. Complètement. Mais d'ailleurs, du coup, ça me permet de passer à ma question suivante, parce que aujourd'hui, on attend en interne des leaders, comme vous disiez, qui font preuve d'authenticité, oui. D'empathie aussi. D'empathie, ça veut dire qui donne le sentiment d'intégrer nos besoins. Donc, ça veut dire que dans son discours, on doit se retrouver. En fait, on doit retrouver nos préoccupations. Donc, un dirigeant qui, dans son discours, explique qu'il n'a pas les réponses, qu'il peut être inquiet de tel sujet, mais qu'il est confiant sur un autre, ça peut nous renvoyer le fait qu'on est inquiet sur tel sujet, mais on est confiant sur un autre. Enfin, en tout cas, il y a ce miroir. Exactement. Il y a ce miroir, je suis d'accord avec vous. C'est ce qu'on a besoin d'entendre. Et vous parliez de Big. Hier, il y avait notamment au sein de Big ce grand moment où une 50aine de speakers, d'orateurs défilent. Ils ont 7 minutes, on appelle ça un bref, où ils parlent d'un sujet. Très intéressant. Une série de témoignages d'orateurs plus ou moins compétents. C'est intéressant de voir la différence de style. Mais ce qui est amusant, c'est de voir ceux qui nous marquent le plus. Et je vous donne 2 exemples très intéressants que j'ai entendus hier, 3 qui m'ont marqué parce qu'on oublie quand il y a beaucoup de discours. La mémoire est très sélective. Donc moi, il y en a 3 qui m'ont beaucoup marqué. Je ne les ai pas tous entendus, mais il y avait notamment Jean-Charles de Castelbajac qui a commencé par parler du homard. Donc là aussi, il a posé une sorte d'accroche complètement originale. Il a raconté son enfance en pension. Donc il a mis de lui-même dans ce discours. Et tout était lié, ça n'était pas du narcissisme, c'était une façon habile d'incarner son propos, tout en nous parlant à nous. Parce que derrière cette enfance de petit garçon solitaire qui est devenu très créatif, en fait, je dirais que même quelqu'un qui n'a pas connu ça se retrouve dans le fait d'avoir eu une enfance qui n'était pas toujours parfaite, d'avoir fait d'un malaise quelque chose de positif. Vous voyez, donc en fait, on dit souvent que le discours le plus particulier est aussi le plus universel. C'est assez vrai. Pourquoi est-ce que La recherche du temps perdu de Marcel Proust, qui n'est pas un discours mais un livre, comme tout le monde le sait, est aussi universel, mais parce que c'est l'histoire la plus particulière qui soit. Mais c'est l'histoire la plus sincère qui soit. Et donc, on se retrouve aussi dans ce petit garçon tellement singulier parce qu'on est embarqué dans sa singularité. Et ça devient universel. Je vous disais Jean-Charles de Castelbajac, il y a une autre femme qui a créé Too Good To Go, oui. Hyper bien, et elle a mis une cape, ça a l'air de rien, mais à la fin elle a mis une cape verte, elle a incarné une sorte de Superman des temps modernes. Il fallait y aller, le ridicule ne tue pas, mais elle était extrêmement directe, extrêmement, comment vous dire, spontanée dans sa façon de parler. On avait presque l'impression qu'elle improvise. Et en même temps, tout ça était très cohérent par rapport à ses combats, ses engagements, son envie de bousculer les codes. Voilà. Et puis, un autre discours m'a beaucoup frappé, et je m'arrêterai là, parce que sinon ça va tourner au catalogue. Il y a tellement de gens intéressants. Mais je crois qu'il s'appelle Bernard Streit. Il dirige l'entreprise Delfingen, si ma mémoire est bonne, mais je pense que je me trompe sur le nom de son entreprise. Pardon pour lui. Mais il a fait un discours absolument bouleversant sur son frère handicapé et sa façon de diriger cette entreprise à partir de cette donnée qui est la donnée de son histoire, d'avoir un frère handicapé et de devoir diriger une entreprise qu'il n'avait pas du tout prévu de diriger, entreprise familiale. Et donc on voit comment il a fait un discours totalement original, mais qui lui ressemble là encore. Et il parlait de ses engagements de façon extrêmement fluide, avec beaucoup d'humilité. Et il nous a tous bluffés dans cette salle. Donc, il y a des discours qui marquent plus que d'autres. Et souvent, la clé,
c'est quoi ? C'est le storytelling, quand il est sincère, évidemment, qu'on parle de sa propre histoire, c'est encore plus fort. C'est l'émotion qu'il y a derrière. C'est parfois aussi le fait de raconter les moments où on a trébuché, sans que ça ait l'air d'être un passage obligé. Donc tous ces discours, vous voyez, à leur manière, ont eu cet art de savoir nous prendre à la fois par les tripes, par les sentiments, et en même temps par la raison. Et c'est cette alchimie si délicate, mais si intéressante qu'ils ont réussi à nous transmettre. Oui, tout à fait. Et on retrouve dans ce que vous dites à la fois soit un discours de conviction, comme pour Too Good To Go, où il y a un discours de conviction qui est fort, soit un discours complètement dans la vulnérabilité, dans la difficulté, dans l'authenticité, soit un discours peut-être plus métaphorique pour Jean-Charles Casseb. Donc c'est intéressant de voir aussi parce que parfois quand on écoute les personnes dans le discours, on se dit bon, si j'ai pas une histoire fantastique, qui m'est pas arrivé un truc extraordinaire, que j'ai pas... Si, en fait, il y a toujours un angle. Exactement. Le tout est de trouver celui qui résonne avec nous, et puis le moment où ça se passe aussi, parce que peut-être que dans 3 ans, ils auraient tous fait un choix différent de discours. Ensuite, il y avait la thématique quand même qui était la métamorphose, qui était la thématique du Big. Donc voilà. Donc ça, je pense que pour nos auditeurs, c'est important d'avoir en tête que c'est quelque chose qui reste ouvert, en fait, qu'il y a beaucoup de pistes. Il y a énormément de pistes. L'important est de trouver son propre style, comme l'a dit Christine Lagarde lorsqu'elle est rentrée à la BCE. Elle a dit « Ne me comparez pas avec mon prédécesseur, j'aurai mon propre style ». Donc, ça veut dire quoi son propre style ? C'est ce qu'on a envie de raconter, c'est aussi la manière dont on va le raconter, le porter. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne s'agit pas de singer une manière de faire, ni aucune d'ailleurs. Il s'agit évidemment de trouver quel est le ressort qu'on a envie de partager. Et aussi d'assumer la frustration de ne pas tout dire, j'insiste. Oui, c'est vrai. Pour trouver un angle fort, parce que il faut toujours partir du principe qu'un auditoire a 2 caractéristiques, à mon avis, importantes. Ça, ce serait aussi un conseil aux dirigeants que j'aimerais partager. Votre auditoire, d'abord, est en overdose d'informations. Aujourd'hui, nous sommes tout le temps sollicités, nous recevons 200 mails par jour, nous avons des pushs, on vit dans une ère très intéressante où l'information est partout. Donc ça, c'est une chance. Mais le résultat des courses, c'est que ce dont on est avide aussi, c'est de personnes capables de nous donner parfois une seule information, claire, cohérente, fondamentale, donc de faire le tri de l'information. Et puis, deuxième caractéristique d'un auditoire, aussi éclectique soit-il, et vous allez voir que ça a un lien, c'est que l'auditoire à qui vous parlez est souvent fatigué. Il est surtout dans nos univers très actifs. Donc, le risque, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer un public, mais il ne faut pas non plus le surestimer. Et cet auditoire qui peut être fatigué à toute heure du jour et de la nuit, y compris le jour, il faut le réveiller. Donc, on veut toujours être très intelligent. Je comprends, c'est une quête qui est la quête d'une vie. Mais à l'oral, le but est peut-être moins d'être très intelligent, il ne s'agit pas non plus d'être brillantissime si personne ne comprend rien, mais plutôt de se dire, si j'avais une chose fondamentale à leur dire, qu'est-ce que ce serait ? Et comment je vais pouvoir les réveiller, sachant que dans ce flot continu d'informations, finalement, ils n'ont aucune raison de m'écouter. Et vous savez comme moi que le titre ne suffit pas. Il ne suffit pas de voir le patron parle pour qu'on ait envie de l'écouter. Parfois même, c'est un handicap. Il y a des gens qui, dans un esprit singulier, vont jusqu'à contester l'autorité parce que c'est l'autorité. Alors, sans aller jusque-là, je dirais que l'autorité ne suffit pas. Il faut donner envie aux gens de vous écouter, que vous soyez président de la République, Premier ministre, dirigeant d'une entreprise de 50 000 personnes ou dirigeant d'une entreprise de 3 personnes. Dans tous les cas, le défi est le même. Donner envie d'écouter, réveiller son auditoire et l'embarquer. Et pour ça, on fait quoi ? Pour ça, déjà, on comprend que la logique n'est pas de tout dire. Donc, je mets une croix sur l'exhaustivité. Je mets une croix sur cette croyance qui consisterait à se dire la seule chose qui compte, c'est l'argumentation. Non, c'est pas la seule chose qui compte. Il faut dire moins de choses, il faut ne pas chercher à tout justifier. C'est pas toujours ce que les gens attendent d'ailleurs. Mais comprendre que c'est une alchimie entre de bons arguments triés sur le volet, mais aussi de l'émotion, mais aussi l'art de capter l'attention. Donc la logique n'est pas celle qu'on croit. Bien souvent. C'est pas la logique du premier de la classe, c'est une autre logique. Et c'est pas la logique de l'écrit.
Je vous donne une différence majeure avec l'écrit. À l'écrit, quand on rédige une disserte, on va progressivement poser la problématique en introduction, faire une première partie qui pose les enjeux, une deuxième un peu plus complexe, et la troisième, c'est le Graal. En tout cas, en disserte de philo, c'est ça qu'on vous apprend. À l'oral, c'est pas possible, parce que le temps que j'arrive à la troisième partie, les gens dorment. Tout le monde dort. Tout le monde décroche. On vous sourit poliment, mais tout le monde décroche. Donc, si j'ai pas compris que à l'oral, il faut commencer par la conclusion, je suis en zone de danger. Donc, vous voyez, il y a des techniques. C'est d'ailleurs le but de ce livre, Votre parole vaut de l'or. Tout à fait. C'est que je donne des clés qui, pour moi, semblent relever à la fois du bon sens, de l'expérience, de la manière dont je travaille avec des patrons depuis à peu près 20 ans. Et ils m'ont beaucoup appris. On apprend beaucoup des chefs d'entreprise. Donc, j'ai appris évidemment par les livres, mais j'ai surtout appris par mes clients. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant dans votre livre, pour les auditeurs et les auditrices, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de clés. Donc, c'est pas un livre qu'on est obligé de lire d'un bout en bout. On peut faire des choix. Donc, c'est un livre qu'on peut picorer, comme vous disiez tout à l'heure. Eh bien, merci beaucoup, Amélie, pour tous ces partages. Merci infiniment, Delphine. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.